On nous a appris que le bonheur devait être une destination, un état à atteindre, une preuve que la vie fonctionne comme il faut. Et très tôt, presque sans s'en rendre compte, nous avons commencé à nous observer à travers cette idée. Suis-je assez heureux? Pourquoi les autres semblent aller mieux que moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi si je ne ressens pas cette joie permanente qu'on me promet? Le problème n'est pas que nous voulons être heureux. Le problème est que nous avons transformé le bonheur en obligation. Dans un monde saturé d'images souriantes, de récits de réussite et de promesses de bien-être, ne pas se sentir bien devient presque une faute morale. La tristesse ressemble à un échec, la fatigue à une faiblesse, le doute à un dysfonctionnement. Et peu à peu, une pression silencieuse s'installe, celle de devoir aimer sa vie, même quand elle est lourde, confuse, ordinaire. Tu n'es pas en extase? Alors quelque chose doit clocher. Mais la vie n'a jamais promis l'euphorie constante. Elle n'a jamais garanti l'enthousiasme quotidien. Elle offre des moments, pas des états permanents. Et lorsque nous exigeons d'elle une joie continue, nous finissons souvent par ressentir l'inverse. Une lassitude profonde, une déception sourde, parfois même une forme de tristesse que l'on n'ose pas nommer. Ce n'est pas que tu échoues à être heureux, c'est que tu poursuis quelque chose qui n'a jamais été conçu comme un objectif. Le bonheur n'est pas une ligne d'arrivée. Il n'est pas un indicateur de réussite. Il n'est pas une émotion à maintenir sous contrôle. Il apparaît parfois, discrètement, quand tu cesses de le surveiller, quand tu n'essaies plus de ressentir quelque chose de précis, quand tu acceptes que certaines journées soient simplement neutres, ni bonnes, ni mauvaises, juste vécues. Tu n'es pas obligé d'être émerveillé par ta vie 24 heures sur 24. Et peut-être que le vrai apaisement commence précisément là, au moment où tu arrêtes de chercher un arc-en-ciel dans une cave. Pourquoi la quête du bonheur rend malheureux? Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans notre manière moderne de parler du bonheur. Plus nous en parlons, plus il semble nous échapper. Plus nous le cherchons activement, plus il devient distant, presque ironique. Comme si le bonheur n'aimait pas être traqué, comme s'il disparaissait dès qu'on tentait de le mesurer, de le comparer, de le contrôler. Lorsque le bonheur devient un objectif, il cesse d'être une expérience. Il se transforme en critère. Et à partir de là, chaque journée devient une évaluation silencieuse. Ai-je ressenti assez de joie aujourd'hui? Cette journée était-elle réussie? Pourquoi me sens-je vide alors que tout va bien? Ces questions semblent anodines, mais elles installent une surveillance permanente de ton monde intérieur. Tu n'habites plus ta vie, tu l'observes. Cette obsession douce mais constante finit par créer une distance entre toi et ce que tu vis réellement. Au lieu de ressentir, tu analyses. Au lieu d'être présent, tu compares. Tu regardes ta vie comme on regarde une vitrine, en te demandant pourquoi elle ne ressemble pas à celle des autres. Et plus tu fais cela, plus tu perds le contact avec ce qui est déjà là. Le bonheur, lorsqu'il est poursuivi comme une fin en soi, devient une source de frustration. Parce qu'il est par nature instable, fluctuant, imprévisible. Il n'a jamais été conçu pour durer en continu. Il apparaît par moments, puis disparaît, laissant place à autre chose, la fatigue, l'ennui, la mélancolie, la neutralité. Et quand on refuse ces états naturels, on commence à croire qu'il y a un problème. Mais il n'y a pas de problème à ne pas être heureux tout le temps. Il n'y a rien d'anormal à se sentir vide certains jours.
Il n'y a rien de défectueux dans le fait de traverser la vie sans euphorie permanente. Ce qui devient problématique, c'est l'idée que le bonheur serait la norme. Car à partir de ce moment-là, tout ce qui s'en écarte ressemble à un échec personnel. La tristesse devient honteuse, la lassitude devient inquiétante. Le simple fait d'aller normalement devient insuffisant. Cette pression crée un phénomène discret mais destructeur. Tu commences à rejeter des parties entières de ton expérience humaine. Tu refuses l'ennui, tu fuis le doute, tu luttes contre la fatigue. Tu te forces à être positif quand ton corps demande du repos. Tu te demandes ce que tu devrais ressentir au lieu d'écouter ce que tu ressens réellement. Et cette lutte intérieure épuise plus que n'importe quelle difficulté extérieure. À force de chercher le bonheur, tu finis par perdre quelque chose de plus essentiel, la présence. Tu passes à côté des moments simples parce qu'ils ne te procurent pas l'intensité que tu attends. Tu passes à côté de la tranquillité parce qu'elle n'a pas l'air assez joyeuse. Tu passes à côté du réel parce que tu poursuis une image. La société moderne adore les promesses de bonheur. Elles sont claires, séduisantes, vendables. Sois heureux, choisis la joie, pense positif. Mais ces injonctions oublient une vérité fondamentale. La vie n'est pas une expérience optimisée. Elle est complexe, parfois lourde, souvent imparfaite. Et vouloir la rendre constamment agréable, c'est refuser sa nature. Le bonheur n'est pas un état stable que l'on peut maintenir par la volonté. Il est une conséquence, un sous-produit, un effet secondaire d'une vie vécue avec sens, engagement, présence. Il surgit quand tu es absorbé par quelque chose de plus grand que toi, quand tu cesses de te regarder vivre, quand tu arrêtes de demander à chaque instant « Est-ce que je vais bien ?» Chercher le bonheur directement, c'est comme essayer de s'endormir en surveillant son sommeil. Plus tu essaies, plus tu t'éloignes du but. Plus tu te concentres sur le résultat, plus tu perds le processus. Et dans ce paradoxe se cache une libération. Tu n'as pas besoin d'être heureux pour que ta vie ait de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être en joie pour avancer. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spécial pour être vivant. Le bonheur n'est pas ce que tu dois atteindre. C'est ce qui apparaît parfois, doucement, lorsque tu acceptes que la vie ne soit pas toujours agréable, mais profondément réelle. La tristesse n'est pas l'ennemi. Nous avons appris à avoir peur de la tristesse, à la traiter comme un signal d'alarme, comme quelque chose qu'il faudrait corriger rapidement, masquer, dépasser. Dès qu'elle apparaît, une inquiétude se glisse en nous. Et si cela durait ? Et si quelque chose n'allait pas ? Et si je me laissais aller ? Alors nous cherchons des distractions, des explications, des solutions immédiates, tout sauf rester avec ce que nous ressentons. Pourtant, la tristesse n'est pas un dysfonctionnement, elle n'est pas un bug émotionnel, elle fait partie de l'architecture humaine. Elle apparaît quand quelque chose compte, quand une attente n'est pas comblée, quand une perte est réelle, même si elle est invisible aux autres. Et surtout, elle apparaît souvent quand nous cessons de nous mentir. La confusion naît lorsque nous interprétons toute tristesse comme une pathologie, lorsque chaque baisse d'énergie devient suspecte, lorsque chaque moment de vide est analysé comme un signe de dépression imminente. Cette lecture anxieuse de nos émotions crée un cercle vicieux. Nous avons peur de ce que nous ressentons, alors nous le combattons, et plus nous le combattons, plus il s'intensifie. Il y a une différence fondamentale entre être triste et être perdu, entre traverser une période sombre et être brisé. Mais dans une culture obsédée par le bien-être, cette nuance disparaît. On nous apprend à vouloir aller mieux, pas à comprendre ce que signifie ne pas aller bien. Et c'est précisément cette incompréhension qui transforme parfois une émotion passagère en souffrance durable. La tristesse a un rythme naturel. Elle monte, elle stagne, puis elle redescend. Elle demande de l'espace, pas une solution immédiate. Elle demande de l'écoute, pas une stratégie. Quand tu lui laisses cette place, elle se transforme. Pas forcément en joie, mais en clarté, en maturité émotionnelle,
en compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment pour toi. Le problème commence lorsque tu refuses ce processus, lorsque tu veux être heureux trop vite, lorsque tu te forces à aller bien alors que quelque chose en toi réclame une pause. Cette violence douce que tu t'infliges au nom du bonheur est souvent plus destructrice que la tristesse elle-même. Elle crée une fracture intérieure entre ce que tu ressens et ce que tu crois devoir ressentir. Il est possible d'être fonctionnel tout en étant triste. Il est possible d'avancer sans enthousiasme. Il est possible de continuer à vivre sans se sentir inspiré. Ces vérités sont rarement dites, mais elles sont libératrices. Elles te rendent ton humanité. Elles t'autorisent à ne pas performer émotionnellement, à ne pas transformer chaque journée en épreuve de positivité, à accepter que certaines périodes soient simplement lentes, silencieuses, lourdes. La dépression, la vraie, ne naît pas de la tristesse. Elle naît souvent de la lutte contre la tristesse, de cette fatigue accumulée à faire semblant d'aller bien, de cette incapacité à s'arrêter et à reconnaître ce qui fait mal, de cette solitude intérieure créée par le sentiment de ne pas être comme il faut. Quand tu autorises la tristesse à exister, tu réduis sa puissance. Tu cesses de la craindre. Tu n'as plus besoin de la fuir. Elle devient un état parmi d'autres, pas une menace. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que quelque chose s'apaise. Le bonheur n'est pas l'absence de tristesse, c'est la capacité de traverser toute la gamme des émotions sans se juger. Une vie émotionnellement saine n'est pas une vie joyeuse en permanence. C'est une vie où chaque émotion a le droit d'exister sans être immédiatement corrigée. Où la tristesse n'est plus un échec, mais un signal doux. Où l'on cesse de demander à chaque instant « Comment puis-je être plus heureux ?» et où l'on commence à se demander « Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire ?» Peut-être que la paix intérieure ne vient pas du fait d'aller mieux. Peut-être qu'elle vient du fait de ne plus se battre contre ce qui est déjà là. Quand le bonheur devient une fuite. Il est possible de passer sa vie à chercher le bonheur sans jamais vraiment vivre. Non pas parce que le bonheur est inaccessible, mais parce qu'il est parfois utilisé comme une échappatoire. Une manière élégante de ne pas regarder ce qui dérange. Une promesse abstraite qui permet de repousser l'inconfort à plus tard. Dans ce cas, le bonheur n'est plus une conséquence naturelle de la vie. Il devient une distraction, une idée rassurante qui murmure « un jour ça ira mieux ». Et pendant que cette idée nous berce, nous évitons les questions difficiles. Nous évitons les décisions inconfortables. Nous évitons les confrontations nécessaires. Nous restons dans l'attente. Beaucoup de personnes vivent ainsi, dans un état de suspension émotionnelle. Elles supportent des situations qui ne leur ressemblent plus en se disant que le bonheur viendra plus tard. Elles restent dans des relations qui les épuisent, dans des emplois qui les vident, dans des routines qui les anesthésient, parce qu'elles ont intégré l'idée que le bonheur est une récompense future, pas une boussole présente. Mais le bonheur n'a jamais été conçu pour compenser une vie qui ne fait plus sens. Il ne peut pas réparer ce qui est structurellement désaligné. Il peut illuminer, mais il ne peut pas soutenir un édifice qui repose sur le renoncement à soi. Lorsque tu poursuis le bonheur pour éviter l'inconfort, tu transformes ta vie en salle d'attente. Tu existes, mais tu n'habites pas pleinement ce que tu fais. Tu attends le moment où tu te sentiras enfin bien pour commencer à vivre. Et ce moment recule sans cesse, parce que la vie ne fonctionne pas selon cette logique. Il y a une forme de tristesse particulière chez ceux qui cherchent désespérément à être heureux. Une tristesse calme, presque invisible. Elle ne vient pas d'un drame, mais d'un écart. L'écart entre la vie qu'ils vivent et la vie qu'ils sentent possible. Et plus cet écart est ignoré, plus le besoin de bonheur devient obsessionnel. Chercher le bonheur peut alors devenir une manière de ne pas écouter sa fatigue, de ne pas reconnaître sa colère, de ne pas admettre qu'une situation doit changer.
On se dit qu'il suffit d'un peu plus de gratitude, d'un peu plus de positivité, d'un peu plus de patience. Mais parfois, ce qu'il faut, ce n'est pas mieux ressentir, c'est agir autrement. Le bonheur n'est pas un anesthésiant. Il n'est pas une récompense pour la tolérance excessive. Il n'est pas une compensation pour une vie vécue à moitié. Il apparaît rarement dans la fuite. Il apparaît dans l'alignement. Quand tes actes cessent de contredire ce que tu ressens. Quand tu acceptes de perdre certaines sécurités pour gagner en cohérence. Quand tu renonces à l'idée d'être heureux à tout prix et que tu choisis plutôt d'être honnête. Cela peut être inconfortable, parfois même douloureux. Mais cette douleur est différente. Elle est vivante. Elle est liée au mouvement, pas à l'immobilité. Elle n'est pas une preuve d'échec, mais un signe de transformation. Le bonheur qui naît de l'évitement est fragile. Il dépend de conditions extérieures, de distractions constantes, d'un effort permanent pour ne pas penser. Le bonheur qui naît de l'alignement est plus discret, mais plus stable. Il n'a pas besoin d'être intense pour être réel. Peut-être que le problème n'est pas que tu n'es pas assez heureux. Peut-être que le problème est que tu utilises le bonheur pour ne pas changer ce qui doit l'être. Et tant que cette confusion persiste, le bonheur restera une promesse lointaine. Non pas parce qu'il te fuit, mais parce que tu le cherches au mauvais endroit. Ce qui apparaît quand on cesse de chercher. Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où quelque chose change. Pas parce que la vie devient soudainement meilleure, pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la lutte intérieure s'apaise. Ce moment arrive souvent quand on cesse de demander à la vie ce qu'elle devrait nous offrir et qu'on commence à s'ouvrir à ce qu'elle est réellement. Lorsque tu renonces à faire du bonheur un objectif, un espace se crée. Un espace où tu n'as plus besoin de te juger en permanence, où chaque émotion n'est plus analysée comme un verdict, où tu n'as plus à prouver que ta vie va bien. Et dans cet espace, quelque chose de plus simple devient possible. La présence. La présence n'est pas spectaculaire. Elle ne ressemble pas à la joie exaltée que l'on voit dans les récits inspirants. Elle est discrète, silencieuse. Elle se manifeste quand tu fais une chose sans te demander si elle te rend heureux. Quand tu parles sans chercher à être intéressant. Quand tu vis sans observer constamment ton ressenti. C'est souvent là que le bonheur apparaît, non pas comme une explosion, mais comme une chaleur douce, un sentiment de justesse, une impression que, pour un instant, rien ne manque. Et paradoxalement, ce sentiment n'a pas besoin d'être nommé pour exister. Dès que tu essaies de le saisir, il se dissout. Ce bonheur-là n'est pas constant. Il va et vient. Il cohabite avec la fatigue, les doutes, parfois même la tristesse. Mais il n'entre plus en conflit avec eux. Il ne demande pas l'exclusion des autres états. Il ne cherche pas à dominer l'expérience humaine. Il s'y intègre. Cesser de chercher le bonheur, ce n'est pas renoncer à aller mieux. C'est renoncer à l'idée que tu devrais toujours te sentir bien. C'est accepter que la vie se compose de phases, de saisons intérieures, de rythmes qui ne peuvent pas être forcés. Et cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une forme de maturité. Quand tu arrêtes de te battre contre ce que tu ressens, ton énergie change de direction. Elle ne sert plus à corriger, à optimiser, à améliorer ton état intérieur. Elle devient disponible pour vivre, pour créer, pour t'engager. Et dans cet engagement, le bonheur devient un effet secondaire naturel. Il y a une grande différence entre vouloir être heureux et vouloir vivre de manière juste. Le premier objectif est vague, instable, dépendant de sensations. Le second est ancré dans des valeurs, des choix, des actes. Et lorsque tes actes sont alignés avec ce qui a du sens pour toi,
le bonheur n'a plus besoin d'être poursuivi. Il surgit parfois sans prévenir. Tu n'as pas besoin d'aimer chaque instant de ta vie pour qu'elle ait de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être enthousiaste pour être vivant. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose d'exceptionnel pour que ce moment compte. La paix ne vient pas de l'accumulation de moments heureux. Elle vient de la fin de la guerre intérieure contre l'expérience ordinaire. Elle vient du moment où tu acceptes que la vie ne soit pas toujours lumineuse, mais profondément authentique. Et peut-être que c'est cela, finalement, le vrai paradoxe. Le bonheur apparaît souvent quand tu cesses de le demander à la vie, quand tu cesses de le traquer, quand tu acceptes de descendre dans la cave sans chercher l'arc-en-ciel, et que tu découvres que la lumière n'était jamais censée venir de là. Peut-être que le plus grand soulagement ne vient pas du fait d'aller mieux, mais du fait de ne plus se forcer à aller bien, de ne plus traiter chaque journée ordinaire comme un problème à résoudre, de ne plus considérer chaque émotion inconfortable comme une anomalie à corriger. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher un état qui n'a jamais été conçu pour être permanent. Et dans cette quête, nous oublions souvent quelque chose d'essentiel. La vie n'est pas une performance émotionnelle. Elle n'est pas un test de bonheur. Elle est un mouvement, parfois lent, parfois chaotique, souvent imparfait. Lorsque tu cesses de demander à la vie de te rendre heureux, tu commences à lui permettre de te toucher. Pas toujours agréablement, mais sincèrement. Tu redeviens présent à ce que tu vis, même quand ce que tu vis n'est pas spectaculaire. Et cette présence, silencieuse et stable, vaut souvent plus que toutes les émotions intenses que tu poursuis. Le bonheur, quand il apparaît, n'a pas besoin d'être célébré. Il n'a pas besoin d'être retenu. Il passe comme une respiration. Et lorsqu'il repart, il ne laisse pas un vide, mais une trace douce. Une confiance discrète dans le fait que la vie peut être supportée, même sans extase. Tu n'es pas en retard parce que tu ne te sens pas heureux. Tu n'es pas défaillant parce que tu traverses une période neutre ou sombre. Tu n'as rien raté. Peut-être que le véritable apaisement commence quand tu acceptes de ne plus chercher à ressentir quelque chose de précis. Quand tu laisses la vie te traverser telle qu'elle est, sans exiger qu'elle te divertisse ou t'émerveille en permanence. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre. Il est un visiteur discret. Il vient quand tu es occupé à vivre autrement. Et parfois, ne pas être heureux, c'est simplement être humain.